D'abord, mon nom est Georges Gastaud. J'ai été pendant assez longtemps professeur de philosophie, dernièrement en classe préparatoire scientifique. Je suis responsable du pôle de Renaissance communiste en France, enfin l'un des responsables, secrétaire national. Et donc j'ai été longtemps militant du Parti communiste français avant de m'opposer de plus en plus à ce que je considérais comme des dérives qui ont amené ce parti aujourd'hui vers un déclin, un discrédit important. Et donc l'analyse que nous avons fait avec un certain nombre de camarades, c'est que dans ce pays, le communisme et le patriotisme sont intimement liés. Et que quand on détruit le communisme, au bout d'un certain temps, eh bien c'est la nation elle-même qui s'écroule. Et donc, nous avons voulu créer ce mouvement, le pôle de Renaissance communiste en France, avec le mot Renaissance qui est lourd de signification, qui veut dire à la fois continuité par rapport à un passé, mais aussi une certaine forme de deuil par rapport au PCF tel qu'il est, non pas assez militant, qui sont plus vivants et que nous considérons avec estime, mais en fait, en réalité, surtout cette véritable création du pôle de Renaissance communiste, c'est effectivement de mettre en place les conditions d'une résistance à la fois patriotique et internationaliste sur la base du drapeau rouge, du drapeau tricolore. Enfin, ce que le Parti communiste français portait pendant toute une période et qui ne porte plus aujourd'hui, depuis qu'il s'est rallié en particulier à ce qu'on appelle la construction européenne, et dans laquelle nous, militants du PRCF, nous voyons plutôt une désintégration de la France, une intégration européenne qui signifie aussi une désintégration de la France et des autres nations d'ailleurs de l'Europe. Donc voilà, c'est un... du point de vue intellectuel, du point de vue maintenant, disons intellectuel, nous nous référons au marxisme, nous nous référons aussi à Lénine, mais aussi à toute la tradition, disons, communiste française et révolutionnaire française. Nous sommes aussi les enfants de la Révolution française, nous sommes les enfants de la Commune de Paris, nous sommes les continuateurs, nous voulons l'être, nous essayons d'être les continuateurs du Front populaire, du Conseil national de la résistance, des grandes réformes qui ont été mises en place par les ministres communistes en 1945. Beaucoup de gens, même de professeurs d'histoire, ne savent pas qu'en 1945, il y avait au gouvernement un certain nombre de ministres qui sortaient de la résistance. On pense à Marcel Paul, à Ambroise Croizat, et à quelques autres qui ont mis en place pratiquement tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence, bien que ce terme ne convienne pas. Et donc, bon, voilà, nous sommes aujourd'hui dans l'actualité parce que c'est ça, justement, qui est démoli. C'est ce qui est détruit. Et donc, en fait, en gros, je voudrais bien qu'on comprenne que Pôle de Renaissance communiste ne s'inscrit pas dans une nostalgie, dans une fidélité, oui, mais pas dans une nostalgie. Il s'inscrit dans les combats d'aujourd'hui. Si nous ne pensions pas que ce que nous faisons est utile aux gens d'aujourd'hui et aux jeunes en particulier, évidemment, nous ne trouverions pas les moyens et l'enthousiasme pour continuer à faire ce que nous faisons. Oui, alors, en ce qui concerne le PCF, il a été l'objet, disons, d'une pression considérable dans les années 70-80. Il y a eu des campagnes qui se sont succédées sur des thèmes anticommunistes très forts. Et nous pensons que la direction du parti, à cette époque-là, n'a pas résisté à ça. Elle a un petit peu résisté, puis elle a un peu cédé, puis elle a un peu plus cédé encore. Et dès que l'on commence à céder, évidemment, les choses vont très très vite. Il y a eu en particulier quelque chose qui s'est appelé l'eurocommunisme dans les années 70, qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. L'eurocommunisme, derrière notamment le PC italien de l'époque. Et cet eurocommunisme, je le dis quelquefois, c'était de plus en plus d'euros et de moins en moins de communisme. Et pour finir, on est arrivé à une situation quand même très pénible où le PCF, non seulement a renoncé à la plupart de ses fondamentaux, ses référents idéologiques, son ancrage dans la classe ouvrière, dans les entreprises en particulier. Les cellules d'entreprise ont été fermées, littéralement. Mais il a aussi adhéré à la construction européenne, ce qu'on appelle comme ça. Et aujourd'hui, par exemple, il est triste de voir que donc, les dirigeants du Parti communiste, ou de ceux qui s'appellent encore comme ça, défendent l'euro, défendent la construction européenne elle-même, et donc ne remettent pas en cause le cadre général, même s'ils disent qu'il faut critiquer les traités, etc. En clair, Pierre Laurent en particulier est un des meilleurs défenseurs de l'euro. Alors maintenant, bien sûr, ça ne signifie pas que nous fassions un proie sur les militants du Parti communiste.
communiste. J'ai milité moi-même au Parti communiste pendant 30 ans. J'ai encore, fort heureusement, des camarades et des amis à l'intérieur du Parti communiste. Il y a des forces communistes qui se battent à l'intérieur du PCF, que nous respectons, avec lesquelles nous agissons. Il y a un mouvement qui s'appelle les Assises du communisme, avec lequel nous agissons. Mais nous pensons quand même que pour l'essentiel, la mutation du PCF est achevée. Que le PCF a dépouillé les uns après les autres tout ce qui fait qu'un parti est un parti communiste. Et bon, vient un moment où, même si on aime beaucoup quelque chose, il faut reconnaître que voilà, ce n'est plus la même chose, que c'est autre chose que nous avons devant nous. Donc nous en avons tiré les conclusions. Et évidemment, ça implique un certain deuil de notre part. Non pas une croix sur les militants, ni sur l'idéal, encore plus fort, en plus forte raison, mais sur l'idée que cette mutation est devenue irréversible. Que donc le Parti communiste a choisi petit à petit le camp de la social-démocratie, qu'il est largement, en particulier, dépendant désormais du Parti socialiste, électoralement et sur tous les plans, et que par conséquent il manque de la condition élémentaire pour un parti communiste, c'est l'indépendance. L'indépendance par rapport aux forces, disons, du capital, aux forces bourgeoises, et pour nous, le Parti socialiste est une force du capital. Donc voilà la raison pour laquelle nous pensons que la première des choses, c'est que les militants communistes retrouvent leur indépendance et se dotent pour cela d'outils pour cette indépendance, d'outils politiques. Le PRCF est un de ces outils. Alors en effet, pour nous, le CNR, le Conseil national de la résistance, est une référence majeure. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que les communistes, dans les années de l'occupation, ont joué un rôle central dans la construction de ce CNR. Pierre Villon, qui était le représentant du Parti communiste français à l'époque, Parti communiste clandestin naturellement, a joué un très grand rôle auprès de Jean Moulin en particulier, pour écrire ce qu'on appelle les Jours heureux. Les Jours heureux, c'est le programme du CNR. Quand on regarde ce programme du CNR, on s'aperçoit que non seulement il n'est pas dépassé, mais qu'il est devant nous, en quelque sorte. Parce que l'essentiel des tâches qu'il fixait n'a été que très partiellement réalisé, et essentiellement par les ministres communistes en 2 ans, entre 1945 et 1947. Après, ils ont été chassés du gouvernement, et beaucoup des tâches qui étaient indiquées là-dedans n'ont pas pu être remplies, puisque les gouvernants qui ont succédé, que ce soit donc les gouvernants, disons, socialistes, socialisant la troisième force, comme on disait à un certain moment, et même le général de Gaulle par la suite, ont déconstruit des élémentaires très forts de ce programme. Donc, ce programme, ne serait-ce qu'un élément que je mets en avant, prescrit ce qu'on appelle la centralité du monde du travail. Le monde du travail doit devenir central dans la reconstruction de la République en 1945. C'est dire que des militants progressistes et des militants de gauche ne peuvent pas regarder ce programme des Jours heureux en se détachant de ce qui est quand même un contenu de classe évident. On ne disait pas la classe ouvrière, parce qu'il y avait des forces diverses, évidemment, dans ce CNR, mais le monde du travail, c'est d'abord la classe ouvrière, même s'il n'y a pas qu'elle. Donc pour nous, c'est tout à fait central. La deuxième raison, c'est que, au fond, c'est l'ennemi lui-même qui nous désigne l'actualité du CNR. L'ennemi, ben, c'est le MEDEF. Notamment lorsque, en 2007, lors de l'élection de Sarkozy, eh bien, le grand idéologue du MEDEF, qui s'appelle Denis Kessler, a indiqué que le véritable but stratégique de Sarkozy, ça devrait être de démonter, je cite, de démanteler le programme du CNR. Bon, eh bien, ça indique bien que ce n'est pas de la vaine nostalgie, ce n'est pas se tourner vers le passé, que de faire remarquer que la première des conditions aujourd'hui pour lutter, c'est de défendre le programme du CNR. Qui plus est, le programme du CNR, pour nous, c'est en quelque sorte, je dirais, les critères de convergence de la résistance et de la reconquête. Il y a des critères de convergence, ceux de Maastricht, pour démolir les acquis sociaux, mais il y a des critères de convergence pour les reconstruire. Et bon, le CNR, c'est ce qui avait le plus largement, dans l'histoire de France, réuni le peuple français autour d'objectifs progressistes. Il y avait là, à l'exception des fascistes et du grand patronat, c'était les deux exclus du CNR, toutes les autres forces. Bon, eh bien, nous sommes des gens qui voulons, tant qu'à faire, non pas diviser, mais réunir le peuple, non pas l'union sacrée avec des ennemis du peuple, mais l'union du peuple. Donc c'est une référence majeure pour nous. Cela dit, nous ajoutons quelque chose, évidemment, bien sûr qu'il ne suffit pas de répéter aujourd'hui le programme du CNR et le CNR tel qu'il était à l'époque. Bien évidemment, quand on me dit « mais ce ne sont pas les mêmes conditions », oui, on s'en rend compte un peu quand même, on n'est pas complètement idiot, ce ne sont pas les mêmes conditions. Mais ce sont les mêmes affronts, ce sont les mêmes, comment dirais-je, fronts.
qui se reproduisent dans des conditions différentes. Nous avons toujours en face de nous une oligarchie capitaliste qui, pendant la guerre, avait trahi la France, qui avait massivement rallié, en réalité, le camp de Hitler, le camp de cette grande Europe qui se construisait à l'époque dans le sang, et donc, à côté d'elle, l'extrême droite. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, il suffit de regarder non seulement la France, mais le reste de l'Europe. Nous retrouvons les mêmes contre les mêmes. L'oligarchie, alliée de plus en plus avec des forces d'ultra-droite libérale ou d'extrême-droite raciste, fasciste, etc. Et en face, c'est bien quoi? Les forces du travail, les forces du peuple, de façon générale. C'est ça. Le dernier élément, c'est surtout que nous pensons qu'il nous faut sortir absolument de cette Union européenne dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Parce qu'il y a des forces actuellement en France, c'est à la mode, c'est le 70e anniversaire, qui parlent du CNR, mais qui en parlent d'une façon telle qu'ils le neutralisent, ils le rendent inoffensif. Aujourd'hui, le Conseil national de la résistance, à quoi? À quoi la résistance, hein? On ne résiste pas comme ça dans l'abstrait, on résiste à quelque chose. Eh bien, c'est cette construction européenne et atlantique qui, aujourd'hui, disons, nous étouffe de plus en plus, nous prive de souveraineté, nous prive de tous les acquis sociaux, nous prive des emplois industriels qui partent les uns après les autres. Si ça continue comme ça, la France va se retrouver sans aucune usine, sans aucune production. C'est-à-dire qu'elle va mourir, tout simplement, parce que c'est qu'un pays où on ne produit plus rien. Elle va se retrouver avec, disons, une annihilation de sa culture, et même de sa langue. Même de sa langue, à l'heure actuelle, on voit le tout anglais, le tout américain qui envahit absolument tous les secteurs, avec la complicité des forces dominantes, y compris de la gauche établie au pouvoir. Bon, et bien voilà les objectifs de la résistance. En plus, il y a des éléments nouveaux, naturellement, que nos grands anciens ne pouvaient pas porter encore. Il est bien évident qu'en 1943 ou 1944, le souci majeur n'était pas la protection de la nature. Le pays était ravagé, détruit, cassé. Le premier souci, c'était de produire, hein, de faire en sorte que les gens puissent manger, reconstruire un toit, etc., des choses de ce style. Aujourd'hui, il y a des défis nouveaux, bien entendu, des défis écologiques, par exemple. Ces défis écologiques, il faut aussi, pour pouvoir les affronter, se libérer de la puissance du grand capital qui, lui, n'a en vue qu'une seule chose, ses profits. Donc, en réalité, on retrouve aussi à ces niveaux-là des éléments qui n'étaient pas présents directement dans le programme du CNR de l'époque, mais aujourd'hui, rien ne nous interdit ce programme de le mettre en discussion dans tout le pays. Moi, c'est à ça que j'appelle, hein, pour créer un véritable CNR, pas simplement à regrouper des personnalités, des organisations, ça c'est très important, mais que le peuple discute partout de la mise en place, sur la base des principes du CNR, et bien de grandes orientations qui pourraient mobiliser très largement, faire l'accord de 90% des Français. Qui en France, mis à part l'oligarchie, qui en France, et pour que le pays soit dominé, que toutes ces décisions soient fixées à l'extérieur, qui en France est pour que finalement nous ne produisions plus rien, ni sur le plan agricole, ni sur le plan, disons, industriel, qui est pour que la recherche scientifique soit entièrement dominée par le profit, et ainsi de suite. Enfin, on pourrait accumuler les choses. Il faut unir le peuple de France. Le CNR, ça a été la plus large union dans toute l'histoire de France qui ait été jamais réalisée. Peut-être faudrait-il remonter à Jeanne d'Arc, et encore, même à l'époque, je ne suis pas sûr qu'elle ait réussi à unir autant les Français que ne l'a fait le CNR. Et pourquoi se priver de cette référence? Ça serait stupide d'un point de vue non seulement historique, mais stratégique, tactique, pour le mouvement ouvrier tout entier. Voilà pourquoi nous sommes toujours des défenseurs du CNR. D'accord. Oui, alors effectivement, nous sommes opposés à l'euro, à la construction européenne, à l'Union européenne, si vous voulez, et à l'OTAN, et nous pensons que ça forme un paquet global, que toutes ces choses marchent ensemble. Nous disons quelquefois les quatre sorties. Sortie de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et du capitalisme, puisque évidemment c'est le but pour nous en tant que communistes. Mais tout ça, ça forme un seul paquet, si l'on peut dire en réalité. Parce qu'à notre époque, regardez ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la crise de l'euro. On a vu les PDG du CAC 40 signer à l'unanimité une motion qui demandait au gouvernement français, disons au fond, de liquider la souveraineté nationale ou ce qu'il en restait, et de passer entièrement à l'Europe fédérale. On a vu les PDG italiens, les PDG allemands faire ça, chacun de son côté, puis pour finir, tous ces PDG de tous les pays européens dominants signaient donc le même texte pour ce qu'ils appelaient un sceau fédéral européen. Voilà la stratégie
je parle peut-être en termes un peu anciens, de ce que j'appelle notre ennemi de classe. Notre ennemi de classe veut liquider les nations d'Europe. Purement et simplement, elle représente pour lui, disons en gros, des espaces politiques dans lesquels les classes dominées ont construit leurs repères, ont construit aussi leurs acquis sociaux. Et pour détruire d'un coup tous les acquis sociaux, et donc effectivement augmenter comme jamais les profits, d'une manière ou d'une autre, il s'agit de liquider ces nations. Les oligarchies ont à la fois pour ennemis les classes dominées, les travailleurs si vous voulez, de façon générale, et les peuples souverains. Ça nous dicte d'une certaine façon ce que nous devons faire en sens inverse. Nous devons à la fois défendre les peuples et défendre les travailleurs. La différence donc avec d'autres mouvements, c'est que, bon, pour les gens de l'extrême droite, ils disent défendre les nations, mais ils les défendent contre les travailleurs. Alors ils les défendent, façon de parler, ils disent qu'ils les défendent, mais au fond, ils sont très hostiles au mouvement ouvrier, aux syndicats. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dire un mot de positif sur les luttes syndicales, par exemple, bien évidemment. Donc, c'est le drapeau tricolore contre le drapeau rouge, si l'on peut dire. En sens inverse, dans un certain nombre de mouvements d'extrême gauche, que je ne mets pas sur le même plan naturellement que les fascistes, je parle ici, disons, des divergences stratégiques. Eh bien, dans ces mouvements d'extrême gauche, on nous dit « vive les travailleurs, abat le capitalisme », mais on ne touche pas à l'Union européenne. Ce qui rend totalement inoffensive les paroles sur sortir du capitalisme. Bon, évidemment, ça ne gêne en rien le MEDEF qu'on dise tous les jours en sautant sur place. Hein. Il y avait les cabris de l'Europe, disait De Gaulle dans le temps. Bon, ben maintenant, il y a les cabris du capitalisme, de l'anticapitalisme, qui sautent sur place en disant « abat le capitalisme, mais qui ne disent pas « il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'OTAN ». Le MEDEF peut très bien écouter ça d'une oreille tout à fait placide. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il faut ici attraper le maillon qui sépare le capitalisme, en quelque sorte, de la classe ouvrière. La classe ouvrière, si elle veut faire tomber le capitalisme, il faut qu'elle secoue l'Union européenne. C'est là que ça se passe, c'est là que les décisions importantes se prennent, avec le concours total de l'oligarchie française. Quand j'attaque l'Union européenne, je ne disculpe pas, naturellement, le MEDEF, je ne disculpe pas le CAC 40 français, etc., si on peut encore parler de CAC 40 français. Hein. Donc, en fait, en réalité, il s'agit là de véritables carcans qui sont en train, si vous me permettez cette expression peut-être un peu brutale, de torcher les peuples comme des serpillères. Hein. Et donc, bon, voilà, il faut en sortir avant d'en mourir. Et il y a maintenant une urgence absolue. Dernier élément, ici, je ne comprends pas comment des gens de bonne foi peuvent encore croire au slogan employé par les directions syndicales, les directions politiques de la gauche, sur l'Europe sociale. Pour qu'on puisse développer de tels thèmes, il faut qu'il y ait au moins un début d'esquisse, de commencement de quelque chose de social dans l'Europe. Je ne m'attends pas à ce que, si vous voulez, d'un gland qui tomberait par terre, pousse, je ne sais pas moi, un pommier ou un prunier. Hein, on sait bien que ce sont des chênes qui en sortent. Et d'ailleurs, ici, des chênes, je ne sais pas comment il faut l'écrire, soit dit en passant. Bon, et bien là, l'Europe, je mets quiconque au défi de me dire quel élément social elle est sortie depuis qu'elle existe. Elle n'a été faite depuis le début que pour casser tout ce qui a été construit de positif dans les différents systèmes sociaux, pas seulement en France, en Italie, en Allemagne et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est introuvable. Et on parlait de chambre introuvable. Eh bien, moi, je dis que l'Europe supranationale est une Europe sociale introuvable. Et que l'euro au service des peuples est une supercherie. L'euro a été mis en place pour, effectivement, donc, détruire la capacité de tous les pays à avoir un budget qui est tourné vers les dépenses sociales. Il faut donc sortir de cela. Et à partir de là, la question de la reconquête, la question d'aller vers le socialisme, de sortir du capitalisme, pourra se poser sur des bases solides, réelles, et non pas simplement sur la base d'incantations. Sinon, encore une fois, l'anticapitalisme ne cache que la soumission au dogme du libéralisme existant. En effet, c'est une tarte à la crème, un cliché de notre époque d'opposer le patriotisme à l'internationalisme. Alors il y aurait les gentils internationalistes qui sont ouverts, modernes, et ainsi de suite, et puis les patriotes qui sont nécessairement ringards. Mais cette grille de lecture peut aussi bien être inversée, parce que
Des gens comme Marine Le Pen, évidemment, disent au contraire, il y a l'affreux mondialisme qui détruit les peuples, et puis il y a le patriotisme qui est le renouveau de la France, et ainsi de suite. Bon, eh bien, nous disons que cette façon de poser le problème est complètement à côté de la plaque. Je vais vous faire une révélation, je suis marxiste. Et pour moi, en tant que marxiste, eh bien, le monde se divise avant tout selon les classes sociales. Il y a ceux qui exploitent et ceux qui sont exploités. Et donc, pour ce qui concerne le patriotisme et l'internationalisme, c'est la même chose. Il n'y a pas l'internationalisme, il n'y a pas le patriotisme. Dites-moi quel contenu vous mettez derrière l'internationalisme, derrière le patriotisme. Vous avez un mondialisme de classe, qui est celui de l'oligarchie, qui est celui de Maastricht, qui est celui de l'Europe supranationale. Et puis vous avez en face de lui un autre internationalisme qui est son contraire direct. En tant que temps, on appelait ça l'internationalisme prolétarien, en référence à la formule de Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ben, c'est de cet internationalisme-là, et pas du tout de l'autre, que je suis évidemment partisan. Donc ça, c'est la première des choses. Et donc, évidemment, antiraciste. Évidemment, pour l'intégration citoyenne de tous ceux qui vivent dans notre pays, et ainsi de suite. Puis de l'autre côté, pour le patriotisme, même chose. Il n'y a pas d'un côté, bon, les patriotes, les internationalistes, les patriotes, regardons-y plus près, quels patriotes? Si vous voulez, vous avez d'un côté des gens qui cachent derrière le patriotisme la pire des choses qui soient, la xénophobie, le racisme, et ainsi de suite. Et puis vous avez des gens, par exemple ici des camarades qui ont fait la résistance dans ce pays, hein, qui ont été, disons, à la pointe de la défense de l'indépendance de la France. Y compris d'ailleurs, il faut s'en souvenir, c'est peut-être le modèle que j'ai le plus fréquemment présent à l'esprit, dans ces groupes de combat qui étaient ceux de la main-d'œuvre immigrée, les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, FTP et MOI, Manouchian est le cas le plus connu, qui sont morts en criant Vive la France, hein, et qui étaient des étrangers, et qui ont été chantés par la magnifique chanson de Léo Ferré sur le texte de Louis Aragon, donc La Fiche Rouge, par exemple. Nous avons le PRCF, par exemple, comme notre président, un camarade qui a été officier des FTP MOI. Et voilà le patriotisme que je défends. C'est un patriotisme qui, d'ailleurs, le mouvement dont il relève, s'appelait Carmagnole Liberté. Ces étrangers qui sont venus combattre pour la France admiraient quoi? Eh bien, ils admiraient la Révolution française, les Lumières, liberté, égalité, fraternité, qui était écrit sur les mairies dans notre pays. Autrement dit, cette France noble et généreuse qui, pendant, disons, des siècles, a quand même tenu le drapeau de l'humanité, hein, qui a été véritablement, disons, à la base de toute une série de révoltes, qui, en 1830, 1848, lors de la Commune de Paris et à d'autres moments, a montré le chemin, non seulement aux Français, mais à l'Europe et au monde. Voilà le patriotisme dont j'essaye d'être porteur, moi-même étant fils de résistant. Si vous voulez, d'une façon ou d'une autre, à ce moment-là, il n'est pas difficile de réconcilier le patriotisme et l'internationalisme sur des bases de classe. Internationalisme prolétarien, patriotisme républicain. Ça, j'assume. Drapeau rouge et drapeau tricolore. Le drapeau tricolore n'est pas un drapeau exclusiviste, il ne faut pas le laisser au Front National, c'est criminel, c'est irresponsable, et c'est surtout stupide. Ça lui ouvre un boulevard. Le drapeau tricolore, c'est le drapeau de la Révolution, c'est le drapeau de Valmy. On va laisser ça aux ennemis de la France, aux ennemis des travailleurs. C'est complètement stupide. Et inversement, eh bien, le drapeau rouge, dans notre pays, a failli être le drapeau français. En 1848, il y a eu un moment de flottement où, effectivement, les ouvriers qui ont fait la révolution de 1848 ont proposé que ce drapeau devienne le drapeau de la France. Il faut savoir un petit détail qui est très parlant tout de même, c'est que lorsque Eugène Pottier a écrit l'Internationale, eh bien, il a écrit l'Internationale qui au début était un poème, en se servant d'un air, comme souvent les poètes écrivent sur de la musique. En fait, la poésie est souvent écrite sur de la musique, même si, en fait, on met les chansons après coup. Et il s'est servi pour écrire l'Internationale de l'air de la Marseillaise. Vous pouvez chanter la Marseillaise sur l'air de l'Internationale et vice-versa. L'opposition entre les deux chansons est stupide au dernier degré, qui ne tient pas compte de la genèse des choses. Il faut toujours remonter ici un petit peu à l'histoire. C'est ça qui éclaire les choses, hein, les racines, en quelque sorte. Non pas pour cultiver le passé, mais vous ne pouvez pas savoir où l'arbre va aller si vous ne savez pas d'où il tire son soc, son sucre, plutôt, en quelque sorte. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de problème à opposer d'un côté mondialisme capitaliste, plus nationalisme xénophobe, ça marche ensemble. Comme Marine Le Pen marche ensemble, finalement,
Hein, elle verrouille le système du parti maastrichtien unique formé par le PS et l'UMP. Et de notre côté, effectivement, le nouveau CNR n'aurait aucun mal à associer l'Europe des peuples et la renaissance de la France en tant que telle. Une Europe de la coopération, et non pas de la concurrence libre et non faussée. Si vous voulez, bon, un petit exemple éventuellement. Aujourd'hui, on nous propose donc la concurrence libre et non faussée comme étant le modèle indépassable d'organisation. Ça signifie la guerre économique entre les peuples. C'est pas de l'internationalisme, ça. Lorsque les travailleurs polonais, roumains et autres viennent en France comme travailleurs détachés et qu'on les paye avec des élastiques, qu'ils dorment sur les chantiers et qu'ils font 80 heures par semaine, est-ce que ça fait aimer les travailleurs roumains, polonais ou hongrois par les Français? Bien évidemment non, ça creuse les oppositions, la concurrence, la haine nationale entre les peuples. Bon, c'est le contraire même de la solidarité entre les peuples, entre les gens, entre les pays. Nous voulons évidemment une coopération entre les pays. Faire en sorte, tenez l'ALBA par exemple, l'ALBA c'est l'alternative bolivarienne des Amériques en Amérique du Sud. Il y a Cuba, il y a le Venezuela, il y a la Bolivie, il y a d'autres pays. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, les Cubains qui ont des médecins et qui ont des instituteurs, les envoient alphabétisés ou soignés dans les bidonvilles du Venezuela, qui lui manquent effectivement cruellement de ce genre de spécialistes, si vous voulez. Et inversement, Cuba n'a pas de pétrole, n'a pas pratiquement de matières premières, et bien les Vénézuéliens envoient du pétrole à bas prix à Cuba. Bon, eh bien, ça s'appelle de la coopération. Je te donne ce que j'ai de meilleur, tu me donnes ce que tu as de meilleur, et on ne s'entend que mieux à l'arrivée. Au lieu de se faire la guerre, chacun sur les secteurs les plus juteux, en essayant de piquer les emplois des autres. Ça, c'est ce qui se passe chez nous, et qui conduira automatiquement un jour ou l'autre à de nouvelles guerres entre nos peuples. L'Europe actuelle conduit à des guerres, y compris en Europe, hein, y compris dans le cadre de ces pays qui sont actuellement dans l'Union européenne. Voilà pourquoi il faut ici changer de logique, changer de logiciel, être moderne pour du bon. Et là, la modernité pour du bon, c'est d'enfin sortir un peu de ces vieux schémas poussiéreux, complètement archaïques, qui vont opposer toujours le drapeau national au drapeau de la libération de tous les peuples. Ça marche ensemble, tout cela.